Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. À la tête du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti depuis 2005, Mahamoud Ali Youssouf est candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie djiboutienne partage ses motivations et souligne les enjeux auxquels doit répondre le continent. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'accueillir sur le plateau d'Africa 24 pour parler de cette candidature au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et d'emblée, j'aimerais surtout adresser mes meilleurs vœux à tous vos téléspectateurs pour l'année 2025. Comme vous le savez, il y a quelques années, à partir de 2017, des réformes importantes ont été introduites dans l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment sur la question de la rotation par rapport aux différents postes importants à l'Union africaine, comment les régions pouvaient donc à leur tour, chacune à leur tour présenter des candidats. Cette fois-ci, pour la présidence de l'Union de la Commission, c'est l'Afrique de l'Est qui doit donc présenter des candidats. C'est en ce sens-là que mon pays, la République de Djibouti, a décidé de présenter ma candidature je dirais, à cet important poste. Et il faut ajouter à cela que je suis diplomate de carrière, ministre des Affaires étrangères depuis 20 ans. Et donc, mon pays a considéré que je disposais des compétences et de l'expérience nécessaires pour pouvoir assumer cette responsabilité importante. Voilà un peu pour le contexte dans lequel mon pays a présenté ma candidature. Concernant les motivations autres que ma personne, je crois que le continent aujourd'hui a besoin d'une commission qui soit à l'écoute des attentes non seulement des gouvernements, mais également des peuples africains. L'on peut accuser la commission de toutes sortes de maux, mais elle est d'abord le reflet des États membres. Et si la volonté politique de faire de cette commission une commission efficace, performante, et qui puisse porter les ambitions et les enjeux du continent, et il est très important que l'engagement des États membres soit un engagement sans faille. Entre autres, il est également important de pouvoir souligner la nécessité de positionner l'Afrique sur les grands dossiers. Et pour positionner l'Afrique sur les grands dossiers, je reviens encore une fois à la position des États membres sur ces grands dossiers. Et donc, je pense que si l'on arrive à trouver la synergie nécessaire entre la Commission et les États membres, ainsi que les communautés économiques régionales, l'on pourra sincèrement faire la différence. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Union africaine est inutile. Au contraire, si je me suis présenté à ce poste, c'est parce que je crois fermement que le continent a besoin de cette commission et de cette Union africaine. Monsieur le ministre, merci pour ces détails. Dans un contexte où le continent africain est secoué par plusieurs crises, vous avez récemment annoncé votre candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Quelle approche allez-vous adopter dans cette campagne? C'est d'abord de convaincre les chefs d'État qui vont voter le jour du scrutin, c'est-à-dire le 15 février à Addis Abeba, que le profil que je présente est celui qui convient aux responsabilités qui me seront confiées. Quand je dis le profil qui convient, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'ils vont prendre en considération. Non seulement les compétences, l'expérience, mais également la capacité de diriger une commission et d'avancer un leadership qui soit moderne, qui ait une perspective sur le long terme, sur la base de l'agenda 2063 et comprendre la complexité des situations auxquelles le continent est confronté. Dans ma stratégie de campagne, c'est le message que je porte souvent auprès donc des pays et des États membres. Et ce message, je crois, est un message central parce que aujourd'hui, l'Union africaine a besoin de, je dirais, redorer son blason, l'Union africaine à travers la Commission,
a besoin de faire en sorte que l'Afrique soit entendue sur la scène internationale. L'Union africaine a besoin de créer les conditions de plus de stabilité, moins de conflits je dirais, sur le continent, et surtout travailler à la mise en œuvre des programmes phares de l'Union que j'aurai l'occasion d'évoquer au cours de cet entretien avec Africa 24. Alors, de nombreux Africains pensent que l'Union africaine est une institution sans véritable influence, évoquant la bureaucratie, la pléthore de fonctionnaires, avec une opérabilité très discutable. Quelle est votre stratégie pour davantage dynamiser cette institution panafricaine? Sur le personnel, je pense qu'il est un peu exagéré de dire qu'il y a un personnel pléthorique. Juste pour vous donner une comparaison, à l'Union européenne, il y a 32 000 employés, alors qu'à l'Union africaine, nous n'avons que 1380 employés, et qui ne sont pas seulement basés à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, mais qui travaillent dans différentes institutions spécialisées, éparpillées sur le continent, dans différents programmes et mécanismes qui constituent la Commission de l'Union africaine. Pour son efficacité, je crois qu'il y a des réformes qui ont été engagées. En matière de personnel, déjà, le programme SACA que les connaisseurs et les experts ont mis en place, comment faire en sorte que ce personnel sa gestion soit plus efficace, les contrats à durée déterminée, indéterminée, remplacent les contrats à durée déterminée pour créer vraiment une certaine loyauté, faire en sorte que les compétences et l'expertise soient à la base des recrutements ainsi que le mérite pour les promotions. Je crois que ce programme appelé SACA est déjà mis en œuvre et nous arriverons donc à la tête de la commission pour pouvoir peaufiner cela et mettre en œuvre ce qui reste à réaliser. Sur la question des doublons qui peuvent exister sur les programmes, je crois que la nouvelle commission aura également à se concentrer sur ces doublons pour mettre en œuvre ce qu'on appelle, dans je dirais, jargon anglo-saxon, les golden rules, les règles d'or. Ces règles d'or sont déjà présentes également dans la gestion financière, par exemple, de l'organisation, dans la gestion du personnel, dans l'affectation d'un certain nombre de financements pour les programmes de l'Union africaine. Mais le plus important, je pense, c'est de pouvoir mobiliser des ressources africaines, financières africaines, pour les programmes africains. Juste pour vous également, pour illustrer je dirais, la complexité de la situation financière de l'Union africaine, c'est que près de 60% des programmes de l'Union africaine sont financés par les partenaires de l'Union africaine. Et je crois que cela n'est pas admissible si l'on veut vraiment placer cette union dans une trajectoire d'autonomie et d'indépendance par rapport à ses partenaires. La formule existe et il faudrait que les États membres puissent payer 0,2% des importations éligibles comme contribution statutaire. Seulement 17 pays le font. Je crois qu'il est important, nous ferons le plaidoyer pour cela. Il est très important d'autonomiser l'Union africaine en matière financière, pardon, et faire en sorte que nos programmes soient financés sur la base de nos propres fonds. Et parmi les autres réformes de la Commission, il faut souligner également l'importance des relations et de la synergie qui doit exister entre les communautés économiques régionales, au nombre de 8, SADC, CEDEAO, IGAD, COMESA, etc., on les connaît tous, et la Commission. Je crois que l'intégration que nous recherchons sur le continent passe par une meilleure efficacité des politiques qui sont menées par ces communautés économiques régionales je dirais, dans un esprit de coordination et de synergie avec la Commission. La nouvelle Commission, si nous sommes élus, si je suis élu, fera en sorte que ces relations entre la Commission et les communautés économiques régionales puissent se consolider et trouver, je dirais, la bonne pédagogie, la bonne méthode pour éviter qu'il y ait donc ce travail en silo, mais plutôt une sorte, je dirais, de convergence dans l'action que nous menons pour le continent. Voilà un petit peu sur la commission, le personnel, le type de relations que j'aimerais mettre en place quand il s'agira de coordonner avec les communautés économiques régionales.
Alors, Monsieur le ministre, l'Union africaine fait face à de multiples défis, notamment en matière de paix, de sécurité, de développement et de gouvernance. Dans le cas où vous êtes porté à la tête de la Commission de l'Union africaine, quelles seraient vos priorités immédiates pour répondre à ces enjeux? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la stratégie de faire taire les armes. L'Union africaine a déjà adopté cette stratégie il y a quelques années avec des délais qui avaient été imposés, 2020. Je crois que ce programme n'a pas pu aller, n'est-ce pas, dans la direction de l'efficacité souhaitée. Donc, cette stratégie a été prolongée jusqu'à 2030. Pour mettre cette stratégie en œuvre, il existe également ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine et un certain nombre de mécanismes qui sont le Conseil de paix et de sécurité, le Comité des sages, le Fonds de la paix, etc., etc. Et donc, il est très important pour la nouvelle commission de pouvoir permettre à tous ces mécanismes et cette stratégie d'être portés par, je dirais, une même ambition. Si l'ambition de créer, n'est-ce pas, les conditions d'une stabilité et d'une paix sur le continent n'est pas, n'est-ce pas, ne se matérialise pas à travers cette stratégie et surtout ne sont pas portés par tous ces mécanismes que nous avons mis en place, il y aura toujours des défaillances et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et ce qu'il faut, je dirais, améliorer, c'est la méthode de travail entre les différents mécanismes qui travaillent donc sur la stabilisation ou la recherche de solutions pour un certain nombre de crises et de conflits sur le continent. Et j'aimerais insister aussi sur le fait que la Commission et tous ces mécanismes reposent avant tout sur les communautés économiques régionales. Quand on parle de communautés économiques régionales, ces communautés travaillent sur la base du principe de subsidiarité et donc sont les premières, je dirais, instances qui prennent en charge les crises qui peuvent intervenir. À titre d'exemple, lorsque les changements anticonstitutionnels interviennent dans un certain nombre de pays, ce sont les communautés économiques régionales qui agissent en premier et font rapport à la Commission, à l'Union africaine, au Conseil de paix et de sécurité, qui, à son tour, n'est-ce pas, sur la base des recommandations faites par ces communautés, prend les décisions qui s'imposent. Et donc, il y a une nécessité d'améliorer le travail de coordination entre la Commission, le Conseil de paix et de sécurité et les États membres. Il y a la nécessité également de faire en sorte qu'un certain nombre de mécanismes qui ne sont pas fonctionnels à 100% puissent fonctionner. Je pense notamment à l'observatoire ou à la cellule de prévention des conflits qui se trouve à l'Union africaine, qui doit travailler surtout à la prévention. Et ça, je crois, les moyens dont cette cellule et ce mécanisme a besoin doivent être donc rendus disponibles. Il y a le comité des médiateurs et des sages qui également ont besoin de moyens pour pouvoir agir rapidement. Et je crois que ces deux entités, parmi les mécanismes qui s'attellent à la tâche de stabiliser donc, un certain nombre de zones ou résoudre un certain nombre de conflits, ces deux mécanismes doivent être consolidés. Et enfin, et ça c'est très important, il y a des décisions qui sont prises par le Conseil de paix et de sécurité, qui est l'organe décisionnel permanent qui s'occupe de la paix et de la sécurité. Cet organe prend des décisions. Souvent, ces décisions ne sont pas mises en œuvre. Très important que le Conseil de paix et de sécurité prenne le taureau à bras le corps, ses responsabilités pour faire en sorte que les décisions qu'il prend soient mises en œuvre rapidement. Et je crois qu'il peut y avoir je dirais, des contraintes dues à manque de financement, des contraintes dues parfois à la complexité du terrain, des contraintes multiples. Et je crois que si la volonté politique au niveau du Conseil de paix et de sécurité est présente, je crois qu'on peut faire la différence. Et la nouvelle commission, le nouveau président, devra s'atteler à la tâche de trouver, n'est-ce pas, la bonne synergie et la bonne méthode de travail entre ces différentes entités. Monsieur le ministre, vous incarnez une génération post-indépendance. Aujourd'hui, l'âge médian sur le continent est de 20 ans. Quelle est votre stratégie pour mobiliser cette jeunesse, dialoguer avec elle et l'impliquer davantage à la construction d'une Afrique prospère? Je crois que la jeunesse est aujourd'hui une jeunesse éveillée. C'est une jeunesse consciente et surtout préoccupée par son avenir. Le chiffre que nous avons sous les yeux quotidiennement
c'est que sur les 1,4 milliard d'habitants sur le continent, près de 600 millions, sinon plus, sont âgés entre 0 et 1 et 25 ans. Et je crois qu'il est très important de garder ce chiffre à l'esprit parce que toute planification a pour base d'abord, n'est-ce pas, la considération des statistiques et des chiffres. Mais la jeunesse n'est pas uniquement un chiffre ou une statistique. Lors d'un sommet de la jeunesse, ou d'une conférence de la jeunesse qui a eu lieu en Algérie début novembre, la jeunesse a insisté sur un certain nombre de choses après la déclaration ou dans le cadre de la déclaration qui a été adoptée à l'issue de cette conférence. Un, il y a une charte africaine de la jeunesse qui n'a pas encore été ratifiée par un certain nombre de pays et elle ne peut pas être mise en œuvre si le nombre de ratifications nécessaires n'est pas réalisé. Donc, la jeunesse demande à ce que cette charte africaine de la jeunesse soit ratifiée par les États membres. Ensuite, la jeunesse revendique qu'elle soit associée à la prise de décision dans les différentes instances de l'Union africaine, notamment au niveau de l'Assemblée des chefs d'État ou encore, je dirais, au niveau du Conseil exécutif ou des institutions spécialisées. L'ancien, ou je crois que l'actuel président, pardon, de la Commission a mis en place des ambassadeurs de la jeunesse, recruté des jeunes, fait un concours. Et un forum a été organisé à Addis Abeba l'an dernier. Je crois que la Commission a la responsabilité première d'impliquer la jeunesse dans les décisions qui sont prises sur le continent et surtout en matière d'intégration. La jeunesse revendique aussi d'être intégrée dans l'espace ZLECAf ou la zone de libre-échange et tous les programmes de développement du commerce, de l'entrepreneuriat qui sont développés dans le cadre de la ZLECAf. Là aussi, c'est une revendication centrale. Je crois que le secrétariat de la ZLECAf, qui se trouve au Ghana, a pris note de cette revendication et faire en sorte que les jeunes qui portent des projets en matière de commerce, en matière d'entrepreneuriat, soient soutenus à travers le Fonds de la jeunesse, à travers tous les programmes qui sont développés dans le cadre donc de cette zone de libre-échange continentale. L'autre élément important, je crois que nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est connectée. Et la connectivité sur le continent fait de grands progrès. Et cette connectivité, je crois, elle a également des implications économiques, elle a des retombées commerciales, etc. Cette jeunesse aujourd'hui est celle qui développe les startups, c'est celle qui travaille dans le cadre des data centers, c'est cette jeunesse qui est également impliquée dans beaucoup de projets relatifs à la cybersécurité. Et il est très important d'être à l'écoute de cette jeunesse moderne qui essaye d'utiliser les technologies de l'information et de la communication à bon escient et surtout faire en sorte que cette technologie de l'information et de la communication puisse leur permettre de développer leurs projets, leur entrepreneuriat et leurs entreprises vraiment transformer cette jeunesse, je dirais, en un acteur principal dans le cadre de l'intégration et du développement du continent. Nous sommes toujours attristés de voir que la jeunesse africaine, beaucoup entre eux, préfèrent l'immigration. Je crois qu'ils sont forcés parfois de partir, n'est-ce pas, en exil. Et nous perdons. Nous perdons non seulement une énergie, le continent perd en compétences, le continent perd également en force de travail, le continent est perdant, n'est-ce pas, à tous les niveaux quand sa jeunesse décide de partir. Il appartient donc d'abord aux dirigeants de notre continent, à la Commission, de créer les conditions pour pouvoir garder cette jeunesse. Et ça passe par le développement de nos programmes phares, la transformation industrielle. Aujourd'hui, je crois que ce qui crée des emplois sur le continent, ce n'est pas seulement le secteur tertiaire ou le secteur primaire agricole, l'industrialisation. Je crois que c'est le principal secteur pourvoyeur d'emplois. Il est très important que les ressources africaines soient transformées sur le continent. Quand les pays arrivent à exploiter les ressources, je dirais, pétrolières, gazières, transformer ces ressources sur le continent crée des emplois, beaucoup d'emplois. Transformer l'agriculture, il y aura un sommet prochainement, n'est-ce pas, au Kenya, sur l'agriculture, c'est le programme détaillé de l'Union africaine en matière de transformation agricole. On doit dépasser le cadre d'une agriculture artisanale, d'une agriculture de subvention qui fonctionne ou qui produit sur la base des, je dirais, des saisons
et déjà de pluie, etc. Je crois qu'il faut passer à une autre étape aujourd'hui, c'est celle de la mécanisation, c'est celle de la transformation des produits agricoles sur le continent. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que le cacao au Ghana, n'est-ce pas, et en Côte d'Ivoire est transformé sur place. Nous sommes fiers de constater que le thé et le café au Kenya, au Rwanda, c'est transformé sur place. Et nous sommes également fiers d'entendre nos dirigeants dire qu'aujourd'hui, nous n'exporterons plus nos ressources minières et nous allons continuer à les transformer. Et nous sommes également fiers d'entendre que des pays producteurs de diamants, comme l'Angola, comme le Botswana, etc., s'imposent sur le marché international en créant des conglomérats qui leur permettent de fixer des prix et surtout de dire que nous allons transformer nos ressources sur le continent. Je crois que c'est cette tendance qui doit prédominer, la transformation de nos ressources sur le continent. C'est pas à travers cette transformation qu'on créera de la richesse et de l'emploi, et c'est à travers cette création d'emplois et de richesses que nous allons garder notre jeunesse sur le continent, qui, je le répète, reste donc la force vive de ce continent. Vous avez récemment évoqué lors du débat africain l'importance de renforcer l'intégration économique et régionale de l'Afrique. Comment envisagez-vous, Monsieur le Ministre, de dynamiser cette intégration au sein de l'Union africaine, notamment en ce qui concerne la zone de libre-échange et les infrastructures sur le continent? Le commerce intra-africain ne représente pas plus de 17-18%, c'est-à-dire moins de 20%, alors que le commerce des États africains avec le monde extérieur dépasse les 80%. Ce sont des chiffres qui doivent changer. Il faut d'abord, pour que ces chiffres changent, pour que la zone de libre-échange continentale soit effective, il faut lever les barrières. Il y a beaucoup de barrières qui sont des barrières tarifaires, douanières et des barrières non tarifaires. Je crois qu'il faut travailler. Lorsque le traité a été mis en place, il y a eu des concessions tarifaires qui ont été faites pour un certain nombre de produits, des mécanismes qui ont été mis en place comme la chambre de compensation. Il faut les rendre opérationnels. La chambre de compensation, il faut pouvoir à terme réfléchir à des échanges avec des monnaies, je dirais, locales. Si à chaque fois que les pays africains font leurs échanges, utilisent je dirais, des devises étrangères, les pertes en matière de change sont extrêmement importantes. C'est le rôle de la chambre de compensation, du système de compensation, qui doit faciliter cela. Ensuite, le mouvement, n'est-ce pas, des populations et surtout de la communauté d'affaires, des biens et des marchandises, doit être facilité par le développement des infrastructures. Si vous êtes obligé de voyager vers un pays voisin, faire le tour du monde pour revenir, n'est-ce pas, vers le pays voisin, aller en Europe ou aller en Turquie ou ailleurs pour pouvoir donc faire 1 heure de vol, vous faites 10 heures. Je crois qu'il y a un véritable souci de développement, n'est-ce pas, des infrastructures, des moyens de transport. C'est ce qu'on appelle les barrières, n'est-ce pas, non tarifaires. Il faut pouvoir développer, dans le cadre du NEPAD, l'ODA-NEPAD, les infrastructures de l'Union africaine. Nous avons des programmes phares dans le cadre de l'agenda 2063. Et enfin, il est très important de penser à un marché de commodités sur le continent. Aujourd'hui, les prix de nos produits sont fixés à Londres ou ailleurs. Même le café, le prix est fixé ailleurs. Le cacao est fixé ailleurs que sur le continent. Il est très important de penser à mettre en place un marché de commodités sur le continent africain. Donc, lever les barrières tarifaires, lever les barrières non tarifaires telles que la circulation des individus et des biens, mettre en place le passeport africain. Il faut que les Africains puissent circuler librement entre les États et ensuite donc permettre vraiment de mettre en place ce marché de commodités qui nous permettra de fixer les prix de nos produits sur le continent. Donc, le commerce est la base de l'intégration que nous recherchons. La zone de libre-échange continentale est à la base de cette intégration. Et donc, nous allons travailler avec le secrétariat continental de la ZLECAf, la commission et le secrétariat, travailler donc à sensibiliser les États membres, à mobiliser les ressources pour ces infrastructures, pour réellement avancer sur ces grands projets. Je ne me fais pas d'illusions, ce sont des projets qui ne se réalisent pas en 6 mois, 1 an. Cela prend du temps, c'est pour ça que nos chefs d'État ont mis en place l'agenda 2063 et le slogan principal, comme vous le savez, c'est au bout de cette période, avoir une Afrique qui est intégrée, pacifique et prospère. Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, nous sommes à la fin de cet entretien. Quel serait votre mot de fin? Je suis très optimiste quant à l'avenir de notre continent. Ce n'est pas seulement l'avis des experts et des observateurs internationaux. L'Afrique sera
le principal moteur de la croissance mondiale dans les années à venir, l'Afrique a besoin de se concerter, d'avoir une meilleure coordination. Les États membres doivent avoir conscience de leurs forces et de leur capacité à influer sur la scène internationale. Et si je suis élu à la tête de la Commission, je ferai en sorte que cette position de l'Afrique sur la scène internationale soit vraiment défendue et promue de la meilleure manière possible. Donc, encore une fois, bonne année à vos téléspectateurs. Merci, Monsieur le ministre Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.